Ineos a-t-il le niveau pour amener Manchester United au sommet? Depuis l'arrivée, on nous a annoncé un projet Premier League 2028, annoncé par le PDG Omar Berrada. Est-ce que c'est un projet qui est réaliste? Est-ce que c'est atteignable? Manchester United peut-il revenir au devant de la scène avec Ineos comme propriétaire? À l'heure actuelle, nous sommes en plein mercato d'été 2026 et plusieurs supporters se plaignent sur les réseaux sociaux du fait que Ineos, c'est des propriétaires qui n'ont pas l'envergure et pas le niveau pour amener Manchester United au sommet. Dans cette vidéo, je vais faire une analyse objective de ce qu'ils ont réalisé depuis l'arrivée au club. Le but, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont mis en place, quelles sont leurs perspectives et est-ce qu'on peut vraiment dire aujourd'hui qu'ils n'ont pas l'étoffe, le niveau et qu'ils n'ont pas essayé depuis l'arrivée à faire des choses intéressantes pour le club. Comme toujours, sur cette chaîne YouTube, on parle et on partage les actualités, analyse, débriefs sur Manchester United. Donc, ça t'intéresse, le pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça référence la vidéo. Tu peux aussi booster la vidéo pour qu'elle soit vue par un maximum de personnes. Et en dessous, tu peux également t'abonner. Comme ça, tu ne manques pas les prochaines vidéos que je vais partager ici. Ineos a confirmé le rachat de Manchester United en décembre 2023. Ils ont confirmé le rachat de 25% des parts de Manchester United. La transaction était déjà dans les tuyaux depuis janvier 2023. L'intention de racheter Manchester United de la part de Ineos a été émise en janvier 2023 sur le site de l'équipe. Pendant toute l'année 2023, ils ont négocié avec les Glazers et ils ont acté le rachat à la fin de l'année 2023. Il faut noter qu'à ce moment-là, l'accord portait sur le fait que Jim Ratcliffe, le dernier candidat après l'abandon de Sheikh Jassim qui était le représentant du Qatar dans le dossier du rachat, il est donc entré officiellement au capital du club en rachetant 25% des parts. Et Sky Sport nous a partagé le fait que Jim Ratcliffe a dépensé un montant de 1,3 milliard de livres pour entrer au capital de Manchester United. Il faut bien comprendre que ces 1,3 milliard de livres ont été partagés entre les Glazers d'une part et d'autres administrateurs indépendants d'autre part. C'est un argent qui a été donné par Ratcliffe directement à ces personnes-là et qui n'a jamais vu de traces dans les comptes du club. Suite à ce rachat, donc, Jim Ratcliffe acquiert 25% de Manchester United, mais en plus de ces 25%, il a fourni également 300 millions de dollars supplémentaires destinés à permettre des virtudes d'investissement à Old Trafford. Il est important de mentionner que dans ces 300 millions de dollars, il y a 50 millions d'euros qui ont été mis à disposition pour mettre en place un centre d'entraînement moderne. On sait que lors de son passage à Manchester United, Cristiano Ronaldo s'était plaint du fait que lorsqu'il était parti en 2009, il est venu retrouver les mêmes installations en 2021. Il ne comprenait pas comment, par rapport au club dans lequel il était passé, Juventus, Real Madrid, que les installations soient de moins bonne qualité du côté de Manchester United. Donc, suite à ce rachat-là, la famille Glazer reste actionnaire et donc, Jim Ratcliffe a pu prendre le contrôle sportif. Donc, lui vient avec l'objectif de rompre la politique sportive mise en place par les anciens propriétaires. Donc, par ailleurs, cet accord va lui donner le contrôle total des opérations du football, en tout ce qui est le recrutement, mais elle va également lui offrir un champ d'action sur le volet commercial contrôlé par la famille Glazer. Jim Ratcliffe, après son arrivée, va pouvoir nommer un certain nombre de personnes pour pouvoir mettre en place sa stratégie du côté de Manchester United. L'information concernant le centre d'entraînement sur lequel Jim Ratcliffe a investi pour mettre à niveau les normes du club, l'information avait été confirmée qu'il a bien mis 50 millions d'euros pour moderniser le centre d'entraînement. Ce n'est pas tous les propriétaires qui le font. On a vu par exemple Leicester qui a investi sur un entraînement après avoir vendu un joueur. Ils ont vendu Harry Maguire et ils ont mis 100 millions d'euros sur le centre d'entraînement. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement de la part des clubs. C'est des installations qui ne se renouvellent pas chaque année. Donc lorsque Manchester United investit gros dans le centre d'entraînement et que ça vient d'un propriétaire, je pense que ce n'est pas une action de quelqu'un qui est radin. Ce n'est pas une action de quelqu'un qui va juste venir à Manchester United pour prendre l'argent. Mais ça veut dire qu'il est aussi venu pour donner quelque chose. En plus des 1,3 milliard qu'il avait déjà donné aux Glazers, des 250 millions qu'il a investi dans le capital, il investit également dans le centre d'entraînement. Je pense que c'est quelque chose de positif. Donc ça, c'est la petite vidéo qui est sur le site de Manchester United concernant le centre d'entraînement. Pour ceux que ça intéresse, pour aller la voir. Il est également noté que suite à l'injection de capital, donc 237 millions de livres et 300 millions de dollars qui ont été injectés dans le club, Manchester United a pu augmenter les limites de perte au niveau du PSR. Il faut savoir qu'au niveau du PSR, les clubs fonctionnent avec des limites de perte en fonction du niveau d'argent disponible. Ils font des calculs entre la masse salariale, les salaires des joueurs, le chiffre d'affaires du club et d'autres charges fixes qui permettent d'établir un ratio qui vont nous permettre de donner un chiffre limite de perte que le club n'a pas dépassé pour rester par rapport à des fair play financiers. Pourquoi est-ce que ça a été mis en place? Ça a été mis en place parce qu'il y a des clubs qui utilisaient les pertes abusives. Je pense que Manchester City a longtemps utilisé ce processus-là
d'utiliser l'argent qui venait des sponsors pour gonfler leur chiffre d'affaires. Et au départ, vu qu'ils n'avaient pas forcément cet argent, c'était l'argent qui venait directement des propriétaires pour pouvoir payer les transferts. Donc, pour pouvoir abolir cette pratique afin que les États ne prennent pas le contrôle total du football, notamment avec Newcastle, un État pétrolier derrière lui, ils ont mis en place des aides de PCR afin que les clubs historiques puissent rester des acteurs majeurs du jeu. Grâce à cette injection de cash, Manchester United a pu en 2025 augmenter sa limite de PSR de 15 à 105 millions de livres. Pendant toute la période des Glazers, ils n'ont jamais injecté de cash dans le club. Important de le signaler. Donc, suite au rachat, Jim Ratcliffe va commencer à mettre en place sa stratégie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire venir des personnes de sa galaxie. C'est la galaxie Ineos. Le premier à venir, c'est Dave Brailsford. Brailsford, il était chez Ineos Grenadier. Ineos Grenadier, c'est l'équipe de cyclistes. Voilà. Donc, il a quitté la tête de l'équipe de cyclistes pour avoir un nouveau rôle à Manchester United. C'était le 21 janvier 2024, après le rachat. Il était manager d'Ineos Grenadier depuis 2010, sous l'appellation Sky. Il a annoncé son départ, il a rejoint Manchester United suite au rachat. Il s'agit du milliardaire devenu en quelques années propriétaire du club OGC Nice et l'écurie de Formule 1 Mercedes à 33%. Donc il est aussi dans la Formule 1 Mercedes où il a des parts à hauteur de 33%. Donc c'est Dave Brailsford qui est le premier à arriver. C'est lui qui va commencer à implémenter la stratégie de Ineos. Il faut venir des gens qui ont des CV intéressants. Omar Berrada qui est nommé comme directeur général de Manchester United le 13 juillet 2024. Donc il est en poste déjà depuis 2 ans. Il avait travaillé dans le marketing au Barça. Il a été employé à Manchester City, puis directeur commercial, puis directeur des opérations, puis directeur du département du football. Il a occupé plusieurs postes du côté de Manchester City qui lui permet de comprendre le fonctionnement d'un grand club. Manchester City a gagné pendant beaucoup d'années avec Guardiola. Donc, on a Omar Berrada qui arrive comme le PDG, comme le CEO. Ensuite, on a Dan Ashworth. Une fois qu'Omar Berrada est nommé, ils se disent avec Ratcliffe qu'ils ont besoin de faire venir les best in class, les meilleurs. Dan Ashworth était en poste à Newcastle. Il a une belle expérience parce qu'il a été directeur de centre de formation à Peterborough, Cambridge, West Brom. Il était à West Brom. Puis, il a été directeur de développement en Angleterre. Puis, il a été à Brighton, directeur technique, notamment avec les nouvelles vagues de recrutement de Brighton en utilisant l'analyse de données. Après, il était à Newcastle et après, il a été à Manchester United. Donc, Manchester United l'a débauché à Newcastle. Également, il faut noter que ce n'était pas facile de le faire sortir de son contrat à Newcastle. Ça avait pris du temps. Par ailleurs, on a aussi un directeur technique qui est arrivé qui s'appelle Jurgen Wilcox, qui a également une bonne expérience parce qu'il était à Manchester City. Il a managé les U18 de Manchester City en 2013. En 2016, il est devenu entraîneur-chef des jeunes. Il est devenu directeur du centre de formation en 2017. Après, il est allé à Southampton en 2023. Il a fait juste un an à Southampton et après, il est venu à Manchester United. C'est un proche d'Omar Berrada. Omar Berrada le connaît très bien. Parce qu'ils ont travaillé ensemble puisque Omar Berrada gérait les opérations de football. Et donc, il a eu à collaborer avec Jason Wilcox. Donc, Jason Wilcox, c'est vraiment celui qui est à Manchester United dans le haut de la direction grâce à Omar Berrada. Ça voudrait dire qu'éventuellement, le jour qu'Omar Berrada quitterait Manchester United, Jason Wilcox serait également appelé à quitter Manchester United. Les deux sont au sommet parce qu'il n'y a pas mieux que Manchester United en termes de poste de dirigeant, à moins que tu ailles au Barça, au Real. Et là, c'est aussi un peu blindé. Donc, ce sont des personnes qui ont une certaine expérience et qui sont des professionnels intelligents, capables de faire des choses intéressantes pour Manchester United. Ensuite, je pense que c'est le recrutement le plus important, le plus intelligent que Manchester United a fait, c'est de ramener Christopher Vivell comme directeur du recrutement. Il a pris ses fonctions en juillet 2024. Christopher Vivell, c'est quelqu'un de très intelligent, qui a beaucoup d'expérience. Je pense même que c'est celui-là qui a le plus d'expérience dans le board, parce qu'il a commencé sa carrière comme analyste vidéo, puis il a été recruteur, analyse de match à Hoffenheim. Après, il a été à Salzbourg comme directeur de recrutement. Il a fait la Galaxie Salzbourg comme directeur de recrutement. Et après, il a été coordinateur sportif. Puis, il est passé à Leipzig. On sait que Leipzig et Salzbourg sont les mêmes propriétaires. C'est lié à Red Bull. Donc, il était à Leipzig où il était directeur technique. Ensuite, il était à Chelsea. Je crois qu'il avait été débarqué de Chelsea. Et ensuite, Manchester United est parti le chercher. À noter qu'il fait un travail très intéressant parce que c'est grâce à lui qu'on a dit que le ciblage s'est amélioré, qu'on a commencé à écouter les scouts du côté de Manchester United. Il a arrêté de faire uniquement des recrutements marketing, uniquement pour l'entraîneur principal, mais de recruter aussi des profils intéressants, intelligents, complémentaires, de mettre en place un projet sportif axé sur les données, c'est très important. Donc, une fois que toutes ces personnes sont arrivées, Erik ten Hag était dans sa saison, une saison qui était très difficile et au bout de laquelle il a gagné FA Cup. Donc, ça c'était en mai 2024. Erik ten Hag, il gagne sa FA Cup contre Manchester City. On notait que Manchester City venait d'être champion d'Europe, venait de gagner la Champions League. Donc, en fait, Erik ten Hag s'est dit, là, moi, je viens de battre l'équipe qui a été vainqueur de la Champions League. Donc, malgré la mauvaise saison où Manchester United avait fini 8e, Erik ten Hag a donc profité de cela
pour s'affirmer comme celui qui était l'homme de la situation. Et c'est là où Ineos va commettre la première erreur, ça va être tout simplement de ne pas virer malgré le fait qu'il a gagné la Coupe d'Angleterre. Pourquoi? Parce que selon les critères et les normes d'un grand club comme Manchester United, que ce soit au Real Madrid, que ce soit Manchester City, que ce soit Bayern Munich, si tu finis hors des places européennes, normalement, on ne peut pas garder l'entraîneur. Là, l'erreur qu'ils ont faite, c'est que bien qu'ils étaient en discussion avec d'autres entraîneurs, on sait par exemple qu'ils ont discuté avec Thomas Tuchel, on sait qu'ils ont discuté avec d'autres entraîneurs, ils ont discuté aussi avec Roberto De Zerbi, on sait qu'ils ont discuté avec Ruben Amorim même avant qu'il le ramène en janvier 2025. Donc on sait qu'ils ont discuté avec beaucoup d'entraîneurs, Thomas Frank, donc on sait qu'ils ont discuté avec beaucoup d'entraîneurs et que ils ont décidé au final de garder Erik ten Hag. Chose bizarre, c'est qu'ils sont partis voir Erik ten Hag là où il habitait pour lui dire que et l'homme de la situation, ils vont le garder. Et c'est là la première erreur que Ineos va faire. Mais c'est une erreur associée, selon le narratif de Ineos, à une personne qui est Dan Ashworth. Dan Ashworth qui était la personne qui gère en fait la partie sportive. Et c'est lui qui avait la responsabilité de choisir qui va entraîner Manchester United. Et à ce moment-là, Dan Ashworth préfère garder Erik ten Hag qui vient de gagner une Coupe d'Angleterre parce qu'il s'est dit le plus important c'est la stabilité et qu'avec un mercato, il va pouvoir faire des choses intéressantes pour mettre l'équipe sur les rails. Oubliant qu'en fait, dans un grand club comme Manchester United, là, il y a la pression du résultat. Et même Erik ten Hag, avec la saison qu'il avait subie, forcément les journalistes allaient essayer de l'interpeller sur les réseaux sociaux. On a tendance à croire que tout ça n'affecte pas les entraîneurs, mais s'il n'y a pas un élan appréciatif sur les réseaux sociaux qui encourage l'entraîneur, forcément à un moment donné, ça peut se retrouver. Donc ça, c'est un peu la mise en place stratégique que Ineos a fait. Et après, ils ont commencé à faire des recrutements. Ils ont mis en place le premier mercato, qui était pas mal. Le premier mercato était plutôt intéressant. Il y avait des noms assez intéressants. Christophe Vivel, à la manette, a fait des efforts intéressants pour pouvoir permettre à Manchester United de pouvoir améliorer le ciblage, recruter un peu mieux. C'est-à-dire recruter des bons joueurs, mais pas forcément des joueurs qui vont coûter cher. Parce qu'on avait l'impression avant qu'avec Manchester United, pour avoir un bon joueur, il faut sortir 95 millions, 80 millions, non. Ici, c'est le bilan des recrues depuis l'arrivée de Ineos, Lenny Yoro, Mathis Delet, Mazraoui, Ugarte, Dorgu, Léon, Haven, Matheus Cunha, Brian Bemo, Sesko et le gardien Sean Lamens. On sait qu'il y a eu des jeunes qui ont été recrutés comme Ale James et Enzo Canabi. Ça, c'est des jeunes qui sont appelés à concurrencer pour l'équipe première. Donc, Christophe Vivel, on sait qu'il est élite pour le recrutement des jeunes. Il a l'œil pour recruter les jeunes talents. C'est pas pour rien qu'il a été directeur technique, directeur de recrutement à Offenheim. Il a moins de 40 ans actuellement. Donc c'est quelqu'un qui a quelque chose de spécial et qui nous a vraiment permis à Manchester United d'améliorer notre ciblage. Le problème, c'est que quand on regarde les recrues qui ont été faites lors du premier mercato de Ineos, premier mercato d'été, ils ont fait Lenny Yoro à 62 millions. Lenny Yoro était destiné à partir au Real Madrid. Le premier coup de Ineos, c'est Lenny Yoro. Parce qu'ils arrivent à Manchester United, ils voient qu'il y a du budget. Ils savent qu'il y a de l'argent disponible. On a besoin d'un défenseur, d'un nouveau défenseur. Je ne sais plus qui vient de partir. Je crois que c'est Raphaël Varane, je pense. On avait besoin d'un nouveau défenseur pour pouvoir le remplacer. Mais le problème qui se pose, c'est que le jeune défenseur Lenny Yoro, il est courtisé par le Real Madrid, par Liverpool. Le Real Madrid a déjà un accord avec lui, mais le problème, c'est qu'il lui reste 6 mois de contrat. Il reste 6 mois de contrat. Et donc, Real Madrid estime que pour ce genre de joueurs, il ne peut pas payer plus de 30 millions d'euros. Manchester United arrive dans le dossier et surpaye. Manchester United a fait une guerre d'enchères, a surpayé et a eu le joueur, 62 millions. Il est venu à Manchester United. Mais le problème, c'est ce deal, c'est que, selon ce qui s'est dit, c'est que derrière, il y avait un deal pour ramener Ugarte. Par exemple, cette page, ce qui nous dit, c'est une info que moi, j'ai vu circuler sur pas mal de pages et ça ressemble à ce que le type de faveur que Jorge Mendes peut te faire. Parce que le joueur, clairement, Lenny Yoro, on le sait tous, il était appelé à aller au Real Madrid. Pour convaincre ce joueur que le projet pour lui qui peut être intéressant, c'est Manchester United, Manchester United a dû marchander avec Jorge Mendes pour rajouter Yoro. Donc ici, ce que Yoro a regardé en le même agent qui a proposé le deal. Le deal, c'était de retirer Yoro dans les mains de Madrid pour 30 millions, pour l'envoyer chez Manchester United pour 60 millions. C'est la même chose que il vient de le faire avec Tottenham sur Matheus Fernandes. Matheus Fernandes veut venir à Manchester United. L'agent fait comprendre à Matheus Fernandes que la meilleure destination pour lui va être Tottenham. Pourquoi? Parce que Tottenham va payer ce que West Ham veut. Du coup, Matheus Fernandes va aller à West Ham parce que Jorge Mendes va utiliser son influence d'agent, que ce soit par les contrats, l'intimidation, faire raisonner le joueur pour le faire partir dans un autre club. Donc ça, c'est typiquement le genre d'accord qui peut griller un directeur sportif. Je pense que c'est ce qui a grillé dans la joueur parce que à partir du moment où Paul signe Lenny Yoro 62 millions, c'est lui qui était directeur sportif à ce moment-là. Nous sommes en 2004, venait
l'arrivée où il était en négociation pour ces deals-là. Et après, on nous fait ramener Manuel Ugarte. Ça veut dire qu'on a dépensé 112 millions sur un jeune joueur de 18 ans et un joueur de 23 ans qui n'a pas été confirmé par la data parce qu'il nous a été imposé par Jorge Mendes. Si la saison ne se passe pas bien, c'est ce qui s'est passé avec Eric Ten Hag qui a fait un très mauvais début de saison, qui a été limogé parce qu'il était 8e ou 7e, je ne sais plus. Et l'arrivée de Ruben Amorim. Ruben Amorim arrive, c'est également compliqué pour lui. Et à ce moment-là, il y a un problème de stratégie qui s'est posé. Et je pense que c'est ce qui a fait sauter Dan Ashworth. Ça, ce n'est que mon avis à partir des informations que j'ai pu recouper. Maintenant, ça peut être autre chose, mais je pense que c'est vraiment lié au fait que Eric Ten Hag n'a pas été remplacé malgré le fait qu'il avait des résultats qui n'étaient pas bons lors de la saison où il finit 8e. Les recrutements, Lenny Yoro, l'affaire était bonne, l'affaire était bien faite, mais on a su payer et on a dû faire un deal avec Jorge Mendes, ces choses qui ne se font pas parce que une fois qu'on a pris Yoro, je suis sûr que peut-être qu'il a fait un contrat pour nous contraindre également à prendre Ugarte. Ainsi donc on a libéré le PSG du poids Ugarte. Ils ont pu recruter Joao Neves. Un des dossiers que je regrette le plus aujourd'hui, c'est que on a laissé Manuel Ugarte pour aller recruter Joao Neves. Du moins, on a pris Manuel Ugarte et laisser Joao Neves aller au PSG. C'est très dommage. On aurait pu prendre Joao Neves, que ce soit 80 millions, 90 millions, parce que forcément, on est Manchester United, on aurait payé plus que le PSG. Mais je pense que ça aurait été la bonne décision. Maintenant, lorsqu'on regarde les autres recrues juniors, on va remarquer que c'est des recrues qui sont dans des tailles correctes. Mathis de Ligt, 45 millions. Zigzi, 42,5 millions. Dorgu, 30 millions. Nusser Mazraoui, 15 millions. Harden Even, 1 million. Après, Toby Collier, c'est les joueurs de l'académie. L'année qui va suivre, il va se consacrer sur l'attaque. Le problème des attaquants, c'est que si tu veux de l'efficacité, tu dois chercher des attaquants talentueux. Tu as deux choses à faire. Soit des attaquants talentueux qui évoluent dans d'autres championnats, mais ils doivent surclasser ce championnat au point où le fait de les faire venir en première ligue ne va pas les dépayser, ou alors recruter directement en première ligue. Et là, on voit un contraste de prix pour Brian Bémon et Matheus Cunha. On est sur 75 millions. Pourquoi? Parce que c'est des joueurs qui ont l'expérience de la première ligue. Ils sont arrivés dans la fleur de l'âge. Bémon 25 ans, Matheus Cunha 26 ans. Donc, pas de possibilité de négocier en première ligue. Et après, ils ont également recruté Benjamin Sesko du côté de l'Allemagne. Benjamin Sesko n'était pas la priorité, il faut le signaler. C'était plutôt Victor Gyökeres. Victor Gyökeres qui a finalement allé à Arsenal. Ensuite, on a Diego Leon recruté depuis le Paraguay. Ouais, il vient du Paraguay. Un jeune joueur assez physique qui met beaucoup d'intensité dans son jeu. Et je crois qu'actuellement, il évolue des côtés des U18. Donc voilà, on voit que la stratégie de recrutement de Nyon, ça a été crescendo. Ils ont commencé par le secteur défensif. Ils ont recruté Lenny Yoro, Mathis de Ligt. Ils ont recruté Nusser Mazraoui et Harden Even. Ils ont pris un attaquant parce qu'il fallait apporter la concurrence à Rasmus Højlund et remplacer Martial. Ils ont également recruté un milieu défensif, dont un 6, parce que Amrabat, qui venait de faire son prêt, était sur le départ. Donc, ils ont pris Ugarte. Mais ne pas oublier que Ugarte était inclus dans le deal Mendes, forcément avec les Euro. Donc, voilà un peu la trajectoire de Ineos sur les mercatos. Les mercatos ne sont pas des mercatos déconnants, ce sont des mercatos intelligents. Sidney Lamine, c'est un coup très intelligent à 21 millions d'euros. Aiden Even, c'est un des coups les plus intelligents pour moi de l'histoire de tous les mercatos. Mais on en parle très peu. Pourquoi? Parce que on met l'accent sur ce qui est négatif et on oublie le peu qui est positif. Ce qui fait que derrière, ça ne permet pas d'avoir des débats objectifs. Donc, c'est ça que j'ai fait cette vidéo pour résumer quelles sont les actions qui ont été faites par Ineos. On peut voir ici qu'il y a des actions positives en termes d'exercition de capital de la part de Sir Jim Ratcliffe dans le club. On peut également noter qu'une partie de cet argent a été utilisée pour rénover son encadrement qui était déjà vieillissant et dont Ronaldo avait parlé. Il a fallu que Ronaldo parle pour que les dirigeants le fassent. Voir également les sommes qui ont été investies. Quand je regarde le premier mercato de Ineos, on est sur 246 millions de dépenses, donc à peu près le quart du chiffre d'affaires du club. Et après, sur le mercato de l'année dernière, on est sur du 250 millions. Donc là, je pense que pour ce mercato-ci, on aura minimum 200 millions qui vont être investis, 200 à 250 millions. Ne pas oublier que Manchester United a une approche patiente sur le marché, en flairant les bons coups et en évitant de mettre son budget directement à nu. Pour moi, ça s'explique parce qu'on est dans une phase de mercato où on doit reconstruire. Il faut reconstruire le milieu de terrain surtout. Si demain, on a une opportunité, une fois qu'on a reconstruit un joueur world class, même si le joueur ne donne pas la priorité à Manchester United et qu'on veut surpayer, si c'est juste un seul joueur, c'est différent de surpayer sur tous les joueurs. C'est une raison pour laquelle je comprends pourquoi les gens qui se plaignent du fait que il faut payer, telle équipe a payé tel prix, ça veut dire que c'est les prix du marché qu'il faut s'aligner dessus. Moi, je ne pense pas qu'il faut faire ainsi. Parce qu'il faut toujours mesurer le risque de chaque investissement. Dans le football, il n'est pas évident de mesurer le retour sur investissement, mais il est évident de prendre le risque si tu as déjà stabilisé un certain nombre de choses. Si on stabilise la Ligue des Champions, qui est très important pour les revenus du club, et que derrière, on a également stabilisé des coupes nationales et des choses intéressantes
en championnat, ce sera beaucoup plus facile pour les dirigeants d'investir 120, 130, 150 millions sur un seul joueur et ne pas faire d'autres investissements comme Manchester City. Ils ont recruté Elliot Anderson. Pourquoi est-ce que Manchester n'a pas aussi recruté Elliot Anderson, n'a pas fait une guerre de prix? Parce que en fait, le projet de City est beaucoup plus avancé que le projet de Manchester United. City, en fait, ils peuvent gagner, ils peuvent jouer les premiers rôles sans Elliot Anderson. Elliot Anderson, c'est une série sur le gâteau. Donc, ils n'ont pas besoin de 10 joueurs, juste un seul. Par contre, Manchester United a besoin de plusieurs joueurs qui, même s'ils n'ont pas le niveau de Elliot Anderson, peuvent être des joueurs un peu moins bons. J'apprécie le mouvement qui a été fait pour Ederson, même si ce n'est pas encore officiel. Et j'apprécie également le mouvement qui a été fait pour André Santos. On va donc attendre maintenant de juger la suite, de voir comment ce mercato va se terminer. Et pour moi, mon but dans cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer que Ineos, ce n'est pas des gens qui sont radins. Quand il faut payer des joueurs, ils payent des joueurs. C'est ce quoi a coûté 76,5 millions. Brian Bémo a coûté 75 millions. Et les négociations avec Brentford n'ont pas été faciles. Donc je pense qu'il faut rester positif. Il faut se dire que Ineos, ils ne sont pas venus forcément... C'est vrai, ce n'est pas des enfants de cœur, mais je pense que dans leur approche, ils font attention aux finances du club. Ils essaient de garder une certaine pérennité, c'est très important. Manchester United n'est pas un club État avec le pétrole derrière pour tout payer. Manchester United utilise les fonds de son marketing, vente de billets, vente de maillots, pour pouvoir payer des joueurs. Donc je ne comprends pas pourquoi les supporters vont dire il y a de l'argent disponible, mais vous ne payez jamais les joueurs. Je ne pense pas que c'est la bonne approche et je pense que cette vidéo pourrait édifier plus d'un sur comment est-ce que Ineos s'est mis en place, quelle est leur stratégie et quelles sont leurs perspectives. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie d'être arrivé jusqu'à la fin. Laisse-moi un pouce bleu. Merci. Tu t'abonnes, tu ne manques pas les prochaines vidéos. On se dit à bientôt. Ciao.